Bonjour, ah ben voilà, ça marche, parfait. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce 15e débat des rencontres capitales, intitulé Recherche partenariale, lien public-privé, gage de notre compétitivité et de notre souveraineté. En préambule, donc petit rappel, les rencontres capitales sont organisées par le groupe de presse professionnel AEF Info, qui est spécialisé dans plusieurs champs socio-économiques, qui vont de l'éducation à l'enseignement supérieur et la recherche, en passant par le social, les ressources humaines, la RSE et tout ça. Quant à moi, je me présente quand même. Je suis Julien Jankoviak. Je suis rédacteur en chef adjoint du domaine recherche et innovation à AEF Info. Et c'est moi qui ai l'honneur de modérer cette table ronde. Donc, avant de vous céder la parole, petite introduction quand même. Alors que la compétition scientifique et technologique s'intensifie, la capacité de la France à faire travailler ensemble les labos publics, les universités, les organismes et les entreprises devient un enjeu stratégique majeur. Derrière les mots recherche partenariale et lien public-privé se joue en réalité une question essentielle, à savoir notre aptitude collective à transformer la connaissance en innovation et donc à maintenir notre compétitivité et notre souveraineté. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Comment fluidifier les coopérations? Comment renforcer cette confiance entre institutions publiques et industrielles? Et comment mobiliser pleinement la recherche fondamentale pour soutenir l'innovation? Pour en débattre, nous réunissons aujourd'hui 5 personnalités qui incarnent la diversité du paysage de la recherche française que je vais vous présenter. Donc à ma gauche, est-ce que je la présente, mais vous la connaissez, Catherine Bréchignac, physicienne et membre de l'Académie des sciences. Françoise Combe, astrophysicienne et présidente de l'Académie des sciences. Nathalie Drachtemam, tout à gauche, présidente de Sorbonne Université. Bernard Sala, au milieu des fauteuils, directeur technique groupe et directeur technique du développement EDF. Et Jacques Volkmann, qui est directeur général de la R&D de Sanofi France. Voilà, merci à nos invités. Et donc maintenant, place au débat. Je vais commencer avec ma voisine de gauche, Madame Bréchignac. À vous l'honneur. Comme je viens de le dire, vous êtes physicienne, donc membre de l'Académie des sciences. Forte de votre expérience, quelle est selon vous l'importance de ce lien entre public et privé, en matière de recherche évidemment, et comment faut-il le nourrir? Bonjour et merci. Tout d'abord, puisque je parle en premier, je pense que c'est important de resituer le problème dans son aspect historique. Alors, le lien entre le public et le privé, enfin surtout entre la recherche, parce que la science est universelle une fois qu'elle est trouvée, mais entre la recherche publique et privée est très ancienne et elle date d'un peu moins d'un siècle. Après, disons à peu près au niveau de la Seconde Guerre mondiale. À partir du moment où on a commencé à constituer des organismes d'État. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où l'État a commencé à institutionnaliser le financement de la recherche. Avant, il n'y avait pas trop de problèmes entre le public et le privé, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de public. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce poids qu'on a donné à la recherche publique, surtout la recherche fondamentale, a été fait via les grands, je dirais les organismes de recherche, et s'est fait une scission qui s'est amplifiée tout au cours du XXe siècle entre le public et le privé, jusqu'à ne plus vouloir, on avait des chercheurs qui ne voulaient plus du tout avoir de l'argent qui arrivait du privé. Et donc, on a eu une grosse différence entre le public et le privé. Et puis, mais l'État, à cette époque, donnait quand même de l'argent à la recherche, et sans trop avoir de poids sur ce qu'il voulait que les chercheurs fassent. Et puis petit à petit, les choses ont changé et on a eu besoin de diversifier les moyens de recherche, et en particulier à partir des années 80, après des grosses bagarres entre les deux modes de financement, on a commencé à avoir beaucoup plus de symbiose entre le public et le privé. Et non pas en séparant la recherche fondamentale de la recherche appliquée, je dirais, mais plutôt en jouant entre les deux. Il faut savoir quand même qu'en France, on a 54% de la recherche qui est faite dans le privé ou 55, allez, 45 dans le public. Donc le privé a toujours eu un rôle très important. Les gros industriels ont eu un rôle très important. Pour citer par exemple
Michelin, qui fait de la recherche privée et dans les histoires de pneus verts, a eu un rôle clé dans ce cadre-là. Et donc petit à petit, on a commencé à avoir des relations entre les organismes de recherche, les universités et les grandes entreprises. Et puis le panorama mondialement de la recherche et surtout de l'entreprise a complètement changé. Et on a maintenant tout un tissu, non pas basé, bien sûr, toujours sur les grandes entreprises, mais aussi sur toutes les petites, les petites entreprises et les start-up et les choses comme ça. Et je dirais le mélange entre les deux, entre le public et le privé, s'est fait de manière de plus en plus symbiotique, si bien que maintenant, on tombe dans un système qui est presque trop mélangé, quasiment, puisque l'argent est distribué, et les chercheurs doivent aller chercher de l'argent à peu près partout, et on arrive à une bureaucratie épouvantable. Donc il va falloir repenser un peu comment remettre pas de l'ordre, parce que c'est pas de l'ordre qu'il faut, mais remettre un peu les pendules dans le bon sens. Merci beaucoup. Nathalie Drachtemam, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous présidez Sorbonne Université. Avec Patrice Ken, PDG de Thales et de la NRT, vous avez produit un rapport, donc vous, je le rappelle, non pas au nom des universités, mais plutôt pour UDIS, donc de toutes les universités, un rapport sur la recherche partenariale, ça tombe bien, qui s'intitule « Comment amplifier la recherche partenariale publique-privée ». L'idée n'est pas de tout résumer ici, mais quand même en 5 minutes de donner, Nathalie, les recommandations concrètes de ce rapport et qu'est-ce qui permet un peu de booster finalement cette relation partenariale. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être rappeler déjà le cahier des charges quelque part qui avait été donné par le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche. C'était en gros, c'était un cahier des charges où il fallait être extrêmement pragmatique. C'est qu'est-ce qu'il fallait améliorer pour mettre plus facilement en place des partenariats entre le public et le privé, sachant qu'il y avait un certain nombre de difficultés qui étaient identifiées, et notamment quand on compare le temps de mise en place des conventions entre public et privé en France ou en Allemagne, on est 1 mois versus 1 an, pour faire très vite. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer d'être très pragmatique pour aller plus vite. Alors plus vite, pourquoi ? Pour ne pas se décourager et de pouvoir mettre en œuvre les partenariats. Donc on a travaillé avec, au nom du 10, j'ai fait le nom du 10, donc avec les universités du 10, peut-être UDIS, tout le monde ne connaît pas, c'est l'association des 13 universités de recherche intensive en France, et on a travaillé avec les organismes de recherche, on a fait un groupe témoin enseignement supérieur et recherche, et un groupe venant de la NRT avec des entreprises de toute taille, et on a travaillé séparément. Après, on s'est mis ensemble et puis on a fait des propositions. Pour être très très concret, on a proposé plusieurs choses, peut-être parler de propositions principales. Déjà, de simplifier la rédaction et tout le travail qu'on a sur les conventions, en proposant des conventions types et d'avoir plusieurs modèles en fonction du type de partenariat, mais d'avoir une sorte de boîte à outils qui permet d'aller plus vite dans la négociation. Et puis le fameux mandataire unique. Alors ça, c'est un sujet qu'on connaît beaucoup dans nos relations. Toute la richesse de notre système, c'est qu'on est dans des unités mixtes. On est des fois 2, des fois 3, des fois 4, ce qui est très sympa. Mais lorsqu'il faut négocier et se mettre d'accord sur la propriété intellectuelle à 3, 4, voire même 2 publics et privés, ça devient compliqué. Donc le mandataire, par défaut, un mandataire unique qui est chargé de la négociation pour les autres, et les autres derrière, ils sont d'accord, et c'est lui qui négocie, ça va nous aider. Et puis, donc ça c'est 2 choses. Et puis sur les dispositifs, favoriser la création de laboratoires communs.
Ça, c'est quelque chose qu'on pense vraiment intéressant, avec un financement, 1 euro public, 1 euro privé. Alors ça, c'était sans doute parce qu'on devait faire des mesures à coût constant, hein, parce que vraiment, voilà. C'était sans doute la mesure qui coûte le plus cher, mais qui nous semble extrêmement intéressante et porteuse pour développer les relations. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé dans la dynamique des tests CIFRE. Alors ça va être très technique, mais sur le crédit impôt recherche, la possibilité sur les premières années de recrutement des docteurs, parce que c'est ça aussi qui va favoriser le partenariat, d'avoir l'aide qu'on avait et qui a été supprimée. Voilà, je fais deux exemples. On y reviendra sans doute. Et puis, il faut lire le rapport. Oui, voilà, absolument. Il faut lire l'AEF, il est bien décrit dedans, oui. Pas de problème. Monsieur Volkmann, côté entreprise maintenant, donc côté Sanofi, en quoi c'est important aujourd'hui de développer la recherche partenariale, notamment dans la perspective de souveraineté que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est quoi l'intérêt finalement pour vous? Alors, plusieurs éléments. Simplement pour remettre un petit peu dans le contexte, je voudrais revenir sur le contexte historique. Dans mon domaine, qui est le domaine de la biologie humaine, de la santé humaine, on a vécu un certain nombre de révolutions et on est en train de vivre une révolution, en particulier une révolution technologique. Il est vrai qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on était capable de gérer en tant qu'industriel, en tant que chercheur industriel, l'ensemble de la chaîne de valeur. On avait des chimistes, il y en a toujours, on avait des chimistes qui réfléchissaient sur des molécules, qui les testaient en préclinique, puis ensuite en clinique, et puis si on avait de la chance, on arrivait jusqu'au bout. On était capable de gérer cette chaîne de valeur. Depuis une vingtaine d'années, l'offre technologique, scientifique a explosé, et c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle pour nous tous. On a des modalités, comme on dit dans notre jargon, pour attaquer des maladies, pour comprendre des maladies qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait, sauf que vous ne pouvez plus maîtriser ça tout seul. C'est la première chose. Donc vous n'avez plus de laboratoires qui travaillent sur des maladies et qui essayent de développer des solutions thérapeutiques qui sont capables de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on doit absolument faire des partenariats avec les bonnes entités, et elles sont souvent académiques, très initiales, mais aussi sur d'autres entités technologiques, par exemple, pour pouvoir faire avancer nos projets. Donc oui, on a besoin de la recherche partenariale, et donc vous avez vu fleurir ces dernières années, mais c'est important, des clusters, des bioclusters, un certain nombre d'endroits où on essaye de regrouper, en effet, des chercheurs, des développeurs industriels, mais aussi une connexion avec soit dans notre domaine le milieu hospitalier, parce qu'il y a de la recherche hospitalière, soit de la recherche plus technologique. Donc on a vraiment besoin de ça. Il faut se rappeler, développer un produit, une nouvelle option thérapeutique, c'est 15 ans, dans le meilleur des cas. C'est plusieurs milliards d'euros, ça prend du temps, et donc vous avez besoin d'abord de dérisquer votre process, c'est-à-dire d'essayer d'éviter qu'il passe à la poubelle assez rapidement, et ça vous avez besoin aussi d'aller de travailler avec des compétences qui ne sont pas chez vous, donc c'est absolument indispensable. Maintenant, le lien avec la souveraineté, puisque c'est un débat, évidemment on a besoin de faire des partenariats, et pour ce qui est de Sanofi et d'autres entreprises, il faut les faire ici, ça se fait où les chercheurs et les développeurs sont, ça c'est sûr. Maintenant, il faut pouvoir les garder aussi, ça c'est un autre sujet, quand on arrive à faire des partenariats, mais ça, on y reviendra plus tard dans le débat, sur l'accélération, la capacité de faire des partenariats rapidement, parce qu'en effet, si on n'y arrive pas, ça se fait, mais ça ne se fait pas ici. C'est aussi simple que ça, mais on y reviendra. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Françoise Combe, donc vous présidez l'Académie des sciences, quand même, grande institution. Justement, quel rôle jouent ces grandes institutions scientifiques pour accompagner ce lien entre public et privé? Quelle est votre perception de tout ça, vous, de cette fameuse recherche partenariale? Oui, alors c'est une question difficile parce qu'en fait, à l'Académie, nous ne faisons pas de recherche. Non, absolument. Par contre, les académiciens en font dans leur laboratoire. Donc, en fait, les académiciens, dans leur grand ensemble, ils viennent de la recherche publique. Mais certains, comme physique, chimie, biologie, ont des contacts dans leur recherche, dans le laboratoire de recherche, avec des recherches partenariales. Donc, on a déjà une certaine culture de ce genre-là, mais on sait que c'est difficile, parce que les cultures publiques et privées, déjà, j'aimerais les caractériser, elles sont très différentes. Alors d'abord, on sait que la recherche publique, elle est complètement ouverte, science ouverte, elle fait des publications, etc. Quand on regarde le privé, ils sont plutôt dans le confidentiel. Il ne faut pas que ce soit privé, évidemment, puisqu'il y a des concurrents, et il ne faut pas que ça se sache avant que le produit sorte. Donc on voit que déjà, ce n'est pas du tout la même mentalité. Il y a aussi une question de timing. Il faut être très efficace très vite dans le privé
pour obtenir des produits. Dans la recherche fondamentale un peu plus publique, on a le temps qu'on veut. On est surtout mu par la curiosité pour découvrir quelque chose sur la matière ou sur le monde qui nous entoure, mais on n'a pas une presse autant commerciale. Et puis, donc, il faudrait marier, et je pense qu'à l'Académie, on essaie de faire dialoguer les deux parties. Justement, par exemple, on a des petits déjeuners où on invite des industriels, les CNRS et puis les académiciens, et ça marche bien. En fait, on les multiplie dans l'année, on essaie de faire que les personnes puissent se parler et échanger leur point de vue. Parce que déjà, il faut se connaître avant de pouvoir travailler ensemble, donc je pense qu'on fait ce genre-là. On a aussi des liens avec les industriels parce qu'on a énormément de prix scientifiques à donner, donc ça, on a à peu près 80 prix, et donc il y a beaucoup de prix qui sont financés par des donateurs, même l'EDF en fait un prix EDF. On a des prix Arkema, on a des prix du bureau de recherche minière, etc. Saint-Gobain aussi. Donc je ne citerai pas tous, mais donc on a certains contacts. En fait, notre rôle aussi est puisqu'on a beaucoup d'expertise entre physique, chimie, biologie, etc., on peut dire que nous avons une certaine connaissance de ce qu'il faudrait faire en synergie dans les recherches partenariales et peut-être donner un conseil aux décideurs. Alors ça, on essaie de l'avoir, ce conseil, parce qu'on sait par exemple que les recherches comme la santé, l'IA, l'intelligence artificielle, l'énergie, le climat, ce seraient justement des sujets qui seraient bien à développer d'un côté partenarial. Donc on aimerait avoir des contacts avec les décideurs. On a remis récemment un conseil scientifique, présidentiel scientifique, pour conseiller le président. Il n'y était pas là depuis Giscard d'Estaing, il n'y en avait plus. On l'a mis, donc il se réunit peut-être pas assez souvent, mais une fois tous les mois ou tous les 2 mois. On aimerait qu'il y ait un petit peu comme dans les pays anglo-saxons, un scientifique, une personnalité scientifique éminente qui soit conseillé et qui soit demandé, consulté de plus en plus souvent. Ça, c'est pas. On a eu quand même un exemple, je voudrais le citer parce que c'est juste en novembre, là. On a demandé à la fois l'Académie française, italienne, allemande et espagnole. On a fait une lettre à Ursula von der Leyen pour avoir un centre, un petit peu comme le CERN, organisation, quelque chose d'européen sur l'IA. Alors l'idée pour les académiciens, c'était d'avoir un centre de calcul et aussi pas mal de personnel pour former les gens aux algorithmes, etc. et avoir une compétitivité vis-à-vis des États-Unis, parce que nous l'avons un petit peu perdu. Et donc, Ursula von der Leyen, on vient d'avoir la réponse, et elle nous a dit que le 4 novembre a été fondé ce que s'appelle RISE. R, ça veut dire ressources, AI, évidemment, et puis sciences européennes, mais c'est virtuel. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. On voulait quelque chose qui soit ramené dans un seul centre. Et en fait, ils vont donner de l'argent quand même à plusieurs centres européens, que ce soit des machines, des algorithmes et des personnes, postdoc, etc. Donc c'est un petit peu, ça répond un peu à ce qu'on a demandé, mais pas complètement. Donc je pense qu'on est là dans notre rôle. Alors évidemment, je citerai aussi que les autres organismes, l'organisme, l'Agence nationale pour la recherche, prévoit des LabCom, des laboratoires communs. Il y a ce qu'on avait dit, les bourses CIFRE qui sont bien en commun, les chaires mixtes, etc. Bon, ce qui se passe pas très bien, c'est la mobilité entre les chercheurs du CNRS, par exemple, qui voudraient faire une année sabbatique partenariale sur l'industrie. Ça fait pas très bien. Ou alors, ils quittent complètement, mais c'est définitif. Donc, on n'a pas assez de mobilité. Je crois. Donc, c'est ça. Et puis, en effet, ces crédits impôt recherche, on aimerait bien que ce soit... Enfin, on ne sait pas exactement ce que font les entreprises avec, mais on aimerait bien que ça serve à employer des docteurs qui cherchent des postes et qui sortent du public. Donc tout ça, on essaie de favoriser. Promouvoir tout ça. Okay, ça marche. Merci beaucoup. Bernard Salat, je me tourne vers vous. C'est un peu la même question tout à l'heure que pour M. Volkmann. Comment une entreprise comme EDF collabore-t-elle avec le monde académique et qu'est-ce que vous y trouvez finalement? Alors d'abord, on a vraiment besoin du monde académique et notre recherche en fait se nourrit de beaucoup de choses qui viennent du monde académique. On est, pour reprendre peut-être un peu ce que disait ma voisine, on a une recherche en fait industrielle. Donc, nous, notre objet, c'est de vraiment travailler sur les priorités de notre entreprise. Les grands programmes que nous avons sont focalisés sur ces sujets. Donc, à la fois électrifier les usages, décarboner, produire, construire de nouvelles unités de production et puis faire évoluer le système électrique
qui devient de plus en plus complexe. Donc nous avons une R&D qui est en fait une R&D industrielle, une R&D d'intégrateur d'une certaine façon, une R&D de systémier, mais on ne conçoit pas des produits en tant que tels, on les agglomère plutôt ensemble, on les teste et on voit comment le système à la fin fonctionne. Il faut savoir que le système électrique en son ensemble est un des systèmes les plus complexes qui puissent exister, si je prends tout ce qui peut se faire au niveau de la plaque européenne. Donc on est dans des TRL, des niveaux de développement, si je puis dire, relativement élevés. On va être au-dessus de 4 ou 5, y compris dans mes équipes, et pour viser évidemment les 8, 9 et les développements industriels. Mais on a besoin de cette recherche amont, parce que c'est de cette recherche amont que vont venir fondamentalement des innovations, et y compris dans notre métier qui peut sembler un peu traditionnel d'électricien. Donc nous, on s'est lancé dans les laboratoires communs, donc c'est effectivement quelque chose qu'on préconise très très fortement. On en a une vingtaine. Donc l'idée, c'est vraiment de faire travailler en commun des chercheurs du monde académique avec des chercheurs ou des ingénieurs donc d'EDF sur des thématiques dans une logique vraiment gagnant-gagnant où chacun apporte sa culture et ses savoir-faire. Alors extrêmement variés. On en a un par exemple avec l'école des ponts sur tous les problèmes de diffusion, diffusion atmosphérique. Donc comment un panache se disperse, comment un flux de pollution s'installe dans une ville, où est-ce qu'il peut circuler. Avec l'Université de Lorraine sur les questions de membrane. Donc nous, on a besoin de filtrer des tas de choses. Donc quelle membrane du futur. Donc on ne va pas développer les membranes nous-mêmes, mais on a besoin de connaître quelles sont les perspectives de ce qui pourrait arriver demain. Et là, les universitaires de Lorraine vont nous aider très, très fortement sur ces sujets-là. Les grands acteurs aussi de la recherche française, le CEA au premier chef, bien sûr. Alors, bien sûr, plutôt sur beaucoup de questions autour du nucléaire, en utilisant aussi les grandes installations d'essai du nucléaire. Donc, on a besoin de ces grandes installations d'essai. Également, c'est un sujet absolument clé et crucial pour nous. Des thèses, donc la question des mouvements de compétences, je pense que les thèses sont un sujet important. Moi, dans mes équipes R&D, j'ai en ce moment 150 thésards sur un effectif total de à peu près 1800 personnes en France. Donc 150 thésards, donc un flux de 50 thésards qui rentrent chaque année. Et ça, c'est extrêmement instructif parce qu'ils arrivent avec une culture qui est effectivement un peu différente de celle de l'industrie. Certains restent chez nous, d'autres reviennent dans le monde académique, et ça, c'est extrêmement fructueux. Et c'est vrai que ça serait souhaitable de le développer, peut-être pour des gens un peu plus expérimentés du monde académique, et ça ne se fait pas de façon si simple. Le dispositif CIFRE est un enjeu crucial et absolument, salut la NRT, Clarisse, absolument crucial et tout à fait efficace pour promouvoir en fait ces collaborations, ces thèses, ces collaborations, oui, tout à fait dans l'industrie. Voilà. Est-ce qu'on fait une recherche ouverte ou une recherche fermée? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Et c'est vrai que ça peut poser des questions de reconnaissance pour nos chercheurs. C'est vrai que dans certains cas, on aura des dossiers qui resteront confidentiels parce qu'il y a des enjeux de marché et de compétition commerciale et donc on veut pas donner cet avantage à des concurrents. Donc notre chercheur peut se sentir un peu sevré, si je puis dire. Il ne va pas pouvoir publier, il n'aura pas sa reconnaissance de cette façon-là. Il aura la reconnaissance de son management et peut-être un bonus à la fin du mois, quoi. Donc c'est un peu différent, mais ça peut avoir aussi un certain intérêt. Mais on a aussi de la recherche tout à fait ouverte. On a, par exemple, nos grands codes de calcul qu'on utilise chez EDF, les grands codes de calcul de mécanique, je sais pas, Aster, par exemple, sont des codes complètement ouverts, où on a mis à disposition tout notre savoir-faire.
et où on est intéressé à ce que des acteurs extérieurs puissent les utiliser, puissent y faire des modifications, des apports, les enrichir. Et là, d'une certaine façon, on contribue aussi à une compétence générale globale. Donc oui, des choses un peu fermées, mais aussi des choses très ouvertes. Okay. Et un dernier point, peut-être l'international. Hein, nous, on est bien sûr très français, très européen, mais cette dimension internationale est absolument cruciale, vraiment absolument cruciale, au niveau européen, au niveau international. Notre taille nous permet de faire des partenariats partout dans le monde. Et il y a vraiment un enjeu aussi pour nous de trouver le bon partenaire là où il est. Donc on va collaborer avec NTU, l'université NTU à Singapour, comme avec le MIT aux États-Unis ou avec Tsinghua à Pékin. Donc il y a aussi un peu un enjeu pour le monde académique de français de se positionner aussi vis-à-vis de ces, alors j'ose un peu le mot, hein, mais compétiteurs internationaux. Très bien, merci Bernard. Catherine Bréchignac, je me retourne vers vous. On va maintenant identifier un peu les besoins mutuels entre public et privé. Bon, on a bien compris l'importance de cette recherche partenariale, mais on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il y a quand même une question de dialogue. Comment on fluidifie ce dialogue entre public et privé? On parle de ça depuis 30 ans, hein, c'est pas nouveau, mais bon, quand même, comment on fait aujourd'hui pour améliorer tout ça? Alors après avoir amélioré le dialogue public-privé entre, je dirais, les grandes universités, enfin les universités dignes de ce nom, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, mais ça c'est mon avis personnel, les grands organismes de recherche et je dirais les grandes entreprises, où on a trouvé, comme vous l'avez très bien dit, des moyens pour travailler ensemble. Il y a tout un monde qu'on n'a pas regardé et qui est celui des petites entreprises et comment former justement des jeunes entrepreneurs. Alors là, on a une chance dans notre pays, c'est qu'on n'est pas resté les bras croisés et on a laissé croître tranquillement en voulant les attaquer, mais elles ont résisté, c'est nos grandes écoles. Et maintenant, dans toutes les grandes écoles qui se trouvent, qui ont été d'ailleurs, tout d'abord les grandes écoles qu'on connaît tous, mais aussi maintenant le réseau des polytechs pris par les universités, et ça c'est une excellente chose, on voit se créer tous les Fab Labs qui permettent aux jeunes de pouvoir se mettre déjà assez tôt dans le monde de l'entreprise. Et ça va donner des jeunes entrepreneurs vraiment de petites structures, de petites entreprises, alors qui évidemment vont s'intégrer dans le tissu des grandes entreprises, parce que c'est pas un tissu, c'est un tissu un peu hétérogène, mais malgré tout, quand même avec un ensemble des participants qui travaillent ensemble. Et c'est avec cela qu'il va falloir aussi continuer à faire de la recherche parce qu'ils ne pourront pas la faire dans leur entreprise et ils ne pourront pas non plus créer des laboratoires mixtes comme on sait bien faire depuis plus de 30 ans. Tout ça, et ça c'est extraordinairement important d'avoir et de mettre en place ce réseau. Et je dois dire que nos grandes écoles se manifestent de plus en plus, surtout avec ce qu'on a fait sur le plateau de Saclay. Alors ça, c'est important. Deuxièmement, il va falloir regarder comment évolue la recherche avec l'intelligence artificielle. Parce que si vous voyez déjà la chimie, comment elle évolue avec l'intelligence artificielle, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir que avant, on pouvait penser que tout ce que faisait le chimiste, il y avait tout un côté artisanal dans ce qu'il savait, dans ce qu'il avait compris dans les réactions. Et là, maintenant, on a toute la combinatoire qui peut être faite très rapidement avec l'intelligence artificielle. Sauf que pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut absolument la nourrir au départ. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà quelque chose, une base de données qui soit compétente et qui soit correcte. Donc on a encore besoin de cet aller-retour entre l'intelligence humaine et artificielle pour faire avancer. Mais en ce qui concerne tous les nouvelles molécules et les nouveaux médicaments, c'est extraordinairement important d'avoir cette relation. Donc, je crois qu'on est dans un passage très crucial en ce moment avec non plus les gros blocs qu'on sait bien faire travailler ensemble, mais toute cette dynamique qui se met en place de
de petites entreprises et puis de l'IA qui va être fondamentale pour l'avenir. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Nathalie, je reviens vers vous. On a parlé tout à l'heure de mesures pragmatiques de votre rapport sur la recherche partenariale. Très concrètement, qu'est-ce que les universités attendent de ce partenariat avec les entreprises? Qu'attendez-vous de Sanofi, de X entreprises, par exemple? Alors, ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut attendre. Dans les deux sens. Je pense que c'est important. Juste, je vais faire d'abord ce qu'on peut apporter, parce que pour peut-être rebondir un peu aussi sur ce qui a été dit, ce qui me semble important. Je pense que, donc, bien sûr, on peut apporter l'expertise des chercheurs dans les différents domaines. Par rapport à ce que mon voisin de droite a dit, je pense qu'il y a quelque chose que les universités peuvent apporter, c'est la dimension pluridisciplinaire et la capacité donc d'avoir des compétences multiples sur des enjeux de société ou autres qu'on doit travailler de différents points de vue. Et ça, je crois que ça, c'est quelque chose qui est, enfin, en tout cas, une des richesses des universités. La capacité de rupture technologique, ça, on le sait, et je vais revenir sur ce qui vient d'être dit, surtout sur les PME, PMI, ETI. Je crois que là, on a quelque chose à apporter. Autant les grands groupes ont des départements de recherche et développement conséquents, avec un nombre de chercheurs, de doctorants, on vient de le dire, important. C'est pas vrai pour un certain nombre d'entreprises en France, parce que beaucoup d'entreprises sont PMI ou ETI, et je dis souvent que l'université peut être le grand R et le petit D d'un certain nombre d'entreprises. Donc c'est comment on peut accompagner sur les ruptures technologiques ces entreprises-là. Il y a aussi une richesse pour, et là peut-être je vais aussi aller sur ces entreprises-là, dans nos universités. On a des plateformes technologiques incroyables, et c'est des choses qui ne sont pas assez connues et que les universités mettent à disposition. Alors avec un partenariat, avec des conventions, etc., des entreprises. Alors on le fait bien sûr avec les grandes entreprises, mais je pense qu'on a davantage à croiser et à travailler ensemble aussi sur tout ce qu'on peut mettre en termes de plateformes haute technologie pour les PME, PMI. On parle aussi de l'université en apport de compétences, via la formation, les futurs collaborateurs, les stagiaires et les doctorants. Sur les attentes des universités, alors je ferai juste, parce que je vais rebondir quand même sur ce qui est dit. Bien sûr. Sciences ouvertes, c'est aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Et je pense qu'il ne faut pas, il faut pas opposer les deux. On a aussi un sujet, on a parlé de souveraineté. On pourrait parler de la protection du potentiel technique et scientifique, la PPST. Donc là aussi, c'est des questions qui se posent indépendamment même du partenariat avec l'entreprise. Donc l'université est aussi confrontée, on a parlé de la santé, les données de la santé, on est aussi confronté à ces questions de fermeture d'un certain nombre à la fois de données et à la fois de résultats. Donc, je pense qu'on sait le gérer, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas des sujets simples. L'attente des universités concernant le monde socio-économique, des attentes peut-être un peu plus importantes, pas toujours faciles à mettre en place, sur tout ce qui est données, infrastructures et terrains d'expérimentation. On a, voilà, aussi bien, autant nous, on peut apporter des plateformes technologiques de très haut niveau. À la fois, il y a aussi des données de l'expertise et des données de terrain chez les entreprises, dans différentes entreprises, qui pourraient être intéressantes aussi pour nos recherches. On l'a dit, et je reviens sur ce qui vient d'être dit, intégrer la dimension scientifique, l'expertise sur des questions sociétales et être vraiment conseil des décideurs. Alors, décideurs publics, on pourrait en parler des heures, et voilà, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais aussi des décideurs privés. Et puis, il ne faut pas, je le dis là, mais je pense que tous les gens qui sont là sont très conscients de ça, jamais opposer la recherche fondamentale et appliquée, parce que à travers la levée d'un certain nombre de verrous technologiques ou applicatifs sur un partenariat, on va générer des questions de recherche fondamentale. Donc cet aller-retour est aussi extrêmement intéressant, et on a des recherches qu'on n'aurait jamais menées si on n'avait pas fait la recherche partenariale et on n'était pas arrivé sur un verrou technologique ou autre. Donc voilà, c'est pour être rapide et rester dans le sujet. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Volkmann, quand nous avons préparé cette table ronde, vous êtes revenu sur un terme important à plusieurs reprises concernant la recherche partenariale. Vous l'avez esquissé un peu tout à l'heure, c'est la vitesse, le fait d'aller vite. En quoi c'est vraiment essentiel dans la relation partenariale ?
Alors pour nous les industriels, et dans le domaine en particulier de la santé, c'est absolument capital. C'est pour de multiples raisons, alors on n'a pas le temps de toutes les évoquer, simplement pour recadrer encore une fois. À l'heure à laquelle on parle, Sanofi, recherche et développement, donc les équipes dont je m'occupe, on doit avoir à peu près une centaine de partenariats avec des institutions publiques ou des start-up, hein, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est extrêmement important, puisqu'en effet les écoles d'ingé, les universités ont été capables ces dernières années d'amener des start-up, et en tout cas des biotech, comme on dit, qui sont extrêmement réactives. Donc une centaine avec des grosses institutions, INSERM, CNRS, enfin, vous les connaissez en France, et évidemment à l'international, et avec des plus petites institutions. Et l'histoire commence toujours, enfin, souvent, par une problématique auquel on est confronté. On a une problématique, alors je vais vous prendre un exemple très précis, on a signé il n'y a pas longtemps avec l'IHU de Montpellier, donc un institut hospitalo-universitaire, de la recherche partenariale sur des maladies auto-immunes. Donc on a des problématiques extrêmement pratiques. On veut comprendre, par exemple, pourquoi tel type de cellule du système immunitaire dans l'arthrite rhumatoïde va impacter tel organe chez tel type de population. Pas capable de faire ça. Par contre, c'est extrêmement important pour nous, pour avancer sur nos problématiques de recherche. Donc, on a besoin de ce partenariat. Cette problématique-là, on en a besoin maintenant. Il faut que ça avance si on veut faire avancer notre sujet. Je vous le disais tout à l'heure, la technologie mondiale explose. Les compétiteurs en Amérique du Nord ou en Asie sont sur tous les fronts, absolument tous les fronts. Et donc, on a besoin d'avoir rapidement des réponses à nos questions. Et donc, on va se tourner vers, si je prends cet exemple-là, l'IHU de Montpellier, et on va leur poser un certain nombre de questions. Si vous mettez, comme ça arrive de temps en temps, 3, 4, 5 ans pour signer des partenariats, mais c'est trop tard, c'est juste trop tard. La technologie, d'ailleurs, parfois, les technologies n'ont plus de sens. Vous avez eu 500 publications qui sont arrivées depuis, et donc la problématique que vous vous posiez au départ n'a même parfois plus de sens. Donc il faut aller vite pour répondre à la question auquel vous posez. Et donc il faut qu'on soit capable d'aller vite sur des partenariats. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. Un des moyens en France, c'est d'avoir des contrats cadres ou sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va s'apprivoiser en fait avec une institution pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais la vitesse est absolument fondamentale. Et encore une fois, quand les choses ne se font pas rapidement, elles se font autre part. J'ai des problématiques à traiter, je vais dans les meilleures institutions, ça a été mentionné tout à l'heure, on est sur une compétition mondiale. Je reprends mon exemple de cellules dans un système, dans une maladie auto-immune. Je peux aller en Chine, je peux aller aux États-Unis, à Boston, je peux vous dire, il y a tout ce qu'il faut, il suffit de traverser la route, on a des laboratoires là-bas et ça va très bien. Donc, pourquoi je dois faire les choses ici? Qu'est-ce qui va me pousser à faire les choses ici? Évidemment la compétence, évidemment le niveau de compétitivité, mais aussi la rapidité avec laquelle on va le faire. Et je peux vous dire que sur ces 3 dernières années, on est passé à des logs d'accélération au niveau de l'Asie, à des logs d'accélération. Et ça me réjouit pas du tout, mais ça va très 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 vite. Donc on a besoin, et le rapport qui a été fait, et toutes les discussions avec les partenaires, de trouver des combines pour aller plus vite. Encore une fois, il faut préserver les intérêts de chacun, l'IP, les aspects légaux, c'est une évidence, mais il n'empêche que le monde va très vite et les technologies dans le domaine médical qui est le mien vont très 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 vite partout ailleurs. Donc oui, la vitesse est fondamentale, et je finis juste par un élément. Hier, j'étais avec des personnes de la Commission européenne qui réfléchissent à ces sujets-là, et je leur disais, écoutez, mais bien sûr que c'est un sujet absolument fondamental, mais on a eu cette discussion il y a 1 an, la même, hein. Puis on a eu cette même discussion il y a 2 ans. La même, il faut aller vite, etc. Entre-temps, pendant ces 2 ans, il s'est passé des choses absolument incroyables autre part et sur des supports que, par exemple, l'Europe aurait pu apporter. Donc c'est pas du tout perdu, mais on a besoin de s'améliorer, on a besoin d'aller vite. Donc oui, la vitesse dans l'interaction partenariale est absolument un phénomène, enfin un élément fondamental. Très bien, merci beaucoup. Françoise Combe, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous êtes astrophysicienne et vous avez été titulaire jusqu'à il y a très récemment, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France. Donc les grands instruments et les grandes infrastructures nécessitent des partenariats massifs aussi. C'est différent un peu de la relation partenariale, mais comment on peut garantir la souveraineté scientifique dans ce contexte-là? Oui, la souveraineté, vous faites bien de le dire, c'est une bonne question. En fait, on peut le rappeler... C'est en fait le rapport de Mario Draghi, qui a été en 2004, qui disait que
si l'Union européenne voulait rester dans la compétition mondiale, il fallait qu'elle investisse beaucoup plus, parce qu'on commence à être distancé. Donc je pense que c'est vrai pour l'économie, la technologie, mais aussi pour la recherche. Donc je peux quand même regarder comment on essaie d'être compétitif avec plusieurs infrastructures. Alors il y a des grandes infrastructures comme le CERN, tout le monde le connaît. Là, l'Europe a la primeur, en fait. On a quand même découvert le boson de Higgs. Et puis, on est en train d'essayer de construire le FCC, c'est-à-dire le futur collisionneur, un très grand collisionneur, toujours au CERN, encore plus profond. Et là, on se pose des questions, en fait, parce que c'est de la recherche fondamentale. On aimerait connaître la matière beaucoup plus, à très haute énergie, mais on ne sait pas ce qu'on va découvrir. En fait, ça, c'est le problème dans la recherche fondamentale, c'est le justifier envers la société. Certains se disent, est-ce que c'est très écolo? Est-ce qu'on va dépenser 1 milliard juste pour essayer de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, avec des hypothèses, etc. Donc il y a eu beaucoup de discussions, et j'en ai vu sur France Inter la semaine dernière, justement, où il y avait une discussion très intéressante pour se demander, est-ce qu'on fait ce FCC, en fait? Et les scientifiques avaient de bons arguments, mais de l'autre côté aussi. Donc, bon, peut-être ça se fera dans un certain avenir, mais je pense que là, on est relativement compétitif, donc ce serait dommage de perdre notre souveraineté là, sur ce point-là. Il y a des grands instruments, on parlait d'astrophysique justement, eh bien, on s'est réunis, l'Europe, déjà en 1960, pour construire un observatoire européen austral, parce qu'il fallait aller dans l'hémisphère sud, et que pour l'hémisphère sud, c'est quand même très, très coûteux. Donc l'Europe, tous les pays européens se sont mis ensemble, et depuis cela, on a quand même continuellement financé. Et c'est ça qui est important pour les infrastructures, c'est qu'il y ait quelque chose de continu. Et donc, depuis plus de 60 ans, on met, chaque pays européen met une certaine contribution proportionnellement à son PIB. Et donc, ce qui fait qu'on a l'instrument mondial les plus importants. On est en train de construire un instrument de la taille des 40 mètres au Chili, et qui, dans 2 ans, va être opérationnel, alors que les États-Unis n'ont pas pu réunir tous leurs États. Chaque État a un projet différent, ils en sont encore aux 10 mètres. Donc on a quand même, on voit bien que quand on se met ensemble et qu'on finance régulièrement et que évidemment on prend en compte toutes les PME et les petites entreprises pour faire la cryogénie, pour faire l'électronique, pour faire tout ça, c'est quand même partenarial, eh bien on réussit. Donc ça c'est un exemple très intéressant. Je signalerai aussi dans l'espace, puisqu'on a lancé en 2021 le James Webb Telescope, mais c'est pas essentiellement la NASA, mais il y a des Français qui ont, avec un savoir-faire infrarouge, on met des instruments au bord de James Webb, donc on participe énormément, d'autres pays européens aussi. Et puis on a lancé, l'Agence spatiale européenne a lancé Euclid en 2023, qui est un télescope spatial dans lequel on a aussi donné un petit peu aux Américains quelques places, mais en fait on est maître d'œuvre là-dessus, et donc on a tous les savoir-faire, la souveraineté là-dessus. Et on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc là, c'est bien. Alors peut-être que justement, dans d'autres secteurs comme les supercalculateurs, c'est plus difficile parce que tous les grands calculateurs qu'on achète, même dans le centre Gency, etc., ou Jean Zay, viennent des États-Unis. En fait, c'est très difficile. Mais tout de même, il faut quand même conserver le savoir-faire, c'est-à-dire former des techniciens, des ingénieurs, etc., qui sont capables de réparer, de comprendre et puis de contrôler, en fait, et qu'on ne soit pas vraiment toujours à la merci de quelqu'un d'autre, par exemple, et aussi hybrider, c'est-à-dire que ne pas dépendre d'un seul constructeur qui pourrait verrouiller, en fait, la chose. Donc, on a plusieurs choses. Alors, aussi, dans ces infrastructures, il faut le fonctionnement de les données, en fait. Par exemple, nous sommes en train de construire, cette fois-ci, au niveau international, un réseau européen international et européen d'antennes radio astronomie, et qui va faire une surface équivalente à 1 million de mètres carrés, mais construit à la fois en Afrique du Sud et en Australie. Et là, tous les pays, les Chinois, les Indiens, les Européens, les Africains, etc., participent. Et il faut que l'Europe participe avec, en fait, le centre social est en Angleterre, donc on a quand même une bonne part du gâteau, si je puis dire. Et là, il y a des données qui sont un débit remarquable, c'est-à-dire par heure, on aura de 500 pétabytes par heure. Alors il faut que les utilisateurs puissent digérer ce nombre de données. Donc on aura des centres de calcul régionaux, un dans chaque pays.
Ce qui fait que ça veut dire qu'on aura des machines de calcul importantes avec des data centers en quelque sorte. Et ces data centers, chaque pays va pouvoir avoir la technologie et la maîtrise et le contrôle de ces data centers. Donc là encore, il y a énormément de savoir-faire à garder comme souveraineté, ne pas se laisser avoir par l'IA internationale. Alors je dis que dans notre domaine, l'IA est absolument nécessaire puisque nous avons des millions et des milliards d'objets et qu'on ne pourrait rien faire sans l'IA. Donc de toute façon, que ce soit en biologie, mais on a vu que pour les petites molécules, c'était vrai, mais ici c'est aussi vrai. Donc je pense qu'on a tout ça. On a aussi quand même la stratégie européenne, le forum de stratégie européenne de recherche infrastructure qui s'appelle ESFRI, qui est très utile parce qu'il y a à la fois tous les États membres, bien sûr, mais il y a des chercheurs, mais l'industrie et la société civile dedans. Donc ça permet d'avoir une stratégie qui comprend cela. Et puis toutes les petites PME qui font aussi toutes les petites microélectroniques, énergie. Donc c'est quelque chose qui est très fédéré et partenarial. Très bien, merci beaucoup. Bernard Salat, vous avez listé tout à l'heure les collaborations d'EDF avec le monde académique. Donc je vous pose la même question qu'à Nathalie, mais inversement, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des acteurs de la sphère publique ? Alors, en fait, ce qu'on attend est assez simple. Hein. On attend l'accès au meilleur savoir disponible. Quoi. Sur le papier, c'est simple. Oui. Au meilleur état de l'art. Quoi. Pour résoudre, en fait, nos problèmes. Alors, pour deux choses, en fait. Pour résoudre nos problèmes concrets de terrain, très opérationnels, et aussi pour se donner un coup d'avance, pour avoir un peu une vue sur les sujets nouveaux qui pourraient arriver. Quelques exemples peut-être pour illustrer ça. On a rencontré il y a 3 ans des problèmes sur nos centrales de corrosion sous contrainte. Vous vous rappelez peut-être, on en a beaucoup parlé. Donc c'est un problème de corrosion, c'est des sujets, somme toute, qui peuvent paraître classiques, mais l'amorçage des fissures, la propagation des fissures, la mécanique associée, l'impact de la soudure, tout ça en fait, si on parle à des mécaniciens, y compris des mécaniciens très théoriques, c'est des sujets extrêmement sophistiqués, extrêmement complexes, et nous avons eu besoin d'avoir accès à ces sujets. Il se trouve qu'on avait fait pas mal de travaux là, avec l'école des mines hein, sur ce sujet-là. On avait même des modèles et des outils de simulation qu'on a réalisés avec eux et qui ont joué un rôle extrêmement important dans la compréhension de ces phénomènes. Un autre problème que l'on a, la ressource en eau. Bon, on exploite beaucoup de barrages et donc pour nous, l'eau est un sujet très important. Donc, quel débit des fleuves en France à l'horizon 2050 ? Ça va conditionner l'exploitation de notre parc hydraulique. Hein. Quel volume de neige sur les montagnes en 2050 ? Qu'est-ce qui se passe sur les Pyrénées ? On voit d'ores et déjà que les volumes de neige sur les Pyrénées sont plus bas. Donc, en fait, le débit de la Garonne s'en déduit directement et avec des impacts relativement significatifs. Donc, on va faire des jumeaux numériques de modèles de bassin. Donc, on a fait des jumeaux numériques de la Garonne. On fait la même chose sur le bassin de la Loire. Donc là, avec l'école des ponts. Pour essayer de comprendre ce qui peut se passer. On va même travailler avec les matheux très pointus hein, de l'université de Paris-Saclay, là où il y a les meilleurs matheux du monde, enfin, si on en croit les différents classements. Sur des problèmes d'optimisation. Parce que nous, notre métier, c'est l'équilibre offre-demande. Donc, à tout instant, équilibrer une production faite par une multiplicité d'outils de production. Alors, on connaît bien nos grosses centrales, mais il y a aussi les barrages, mais il y a aussi le petit renouvelable. Et puis, de l'autre côté, il y a une demande qui varie, et ça, à tout instant. Et il faut utiliser les moyens les moins chers pour que le prix soit le plus bas possible, et ce, de façon résiliente. Donc, c'est un problème d'optimisation, plusieurs millions de degrés de liberté, non linéaire, et on fait ce calcul toutes les 15 minutes. Donc, on doit calculer extrêmement rapidement. Donc, voilà, donc on a besoin des meilleurs matheux sur un sujet comme ça, et on met à jour nos modèles de calcul de façon périodique et en faisant appel à ces matheux. Sur le futur, le quantique.
Bon, est-ce que le quantique sur les problèmes d'optimisation va sortir relativement rapidement ou pas? Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là? On a une approche très très pragmatique, hein. On donne des cas d'usage aux académiques ou aux startups d'ailleurs, et puis on leur dit, trouvez-nous le résultat, puis on va bien voir. Et on s'est aperçu que sur des modèles de mathématiques, sur des problèmes d'optimisation bien spécifiques, ils sont capables d'ores et déjà de trouver des résultats. Hein, par exemple, un positionnement de bornes de recharge. Hein, c'est le problème mathématique bien connu du voyageur de commerce. Hein, où est-ce que vous les mettez? Bon, ça c'est compliqué de résoudre ça. Il faut une puissance de calcul très forte, mais c'est de l'optimisation. Ils arrivent à sortir des résultats. Donc nous, du coup, on se dit, tiens, le quantique, peut-être que sur ce type de problème-là, hein, pas sur le calcul universel, ça pourrait être intéressant. Et alors, du coup, en termes de gouvernance aussi de notre recherche, on a un conseil scientifique au sein d'EDF et qu'on a constitué donc avec des personnalités du monde académique. Hein, l'Académie des sciences en fait partie. En fait partie et nous a très largement et nous appuie toujours beaucoup. Le Collège de France aussi. Mais on a aussi mis dans ce conseil des grands industriels et même des représentants de start-up. Et donc, on a un conseil qui est divers, en fait, et dont la finalité, c'est de nous éclairer et de nous challenger sur nos projets, sur nos programmes, pour s'assurer qu'on n'a rien oublié et qu'il n'y a pas quelque chose là qui est juste en train de se développer sous la table et qu'on n'aurait pas vu, quoi. Et ça c'est objectivement très, très fructueux. Très bien, merci Bernard. Bon, après les constats, les besoins, on va essayer de trouver des solutions maintenant. Catherine Bréchignac, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer la recherche partenariale maintenant, fort de tout ce qu'on vient de dire là? Qu'est-ce qui manque encore pour passer aller à l'étape d'après? Alors juste d'abord un mot avant de répondre à votre question, c'est la question du quantique. Oui. La question du quantique, elle est compliquée parce qu'on est quand même dans le peloton de tête, nous, la France, et donc c'est une certaine fierté, avec nos chercheurs et quelques labos, pour être dans la course sur l'ordinateur quantique qui n'est encore pas là et qui ne va pas être là demain matin. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut mettre les moyens parce qu'on a les personnes adéquates pour travailler dessus. Un autre point qui va être, dont on n'a pas parlé et qui est important pour la souveraineté de notre pays, c'est la recherche duale, la recherche militaire. Et là, en ce moment, comme on est en train de remilitariser la France, on va revoir toute une histoire arriver là-dessus. Et puis, la recherche en sécurité, et en particulier, maintenant, l'École nationale supérieure de police pour former les commissaires et les officiers, elle fait partie des grandes écoles. Et on commence à avoir des commissaires qui sont docteurs. Donc, c'est aussi un poids important pour la souveraineté du pays. Et ça, c'est donc indépendant de notre recherche plutôt partenariale avec les universités, avec les entreprises. Alors, avec les entreprises, à part ces points-là qui sont dus à la souveraineté, avec les entreprises, maintenant, il faut penser qu'on a changé de topologie. On était passé d'une topologie, je dirais, de groupe fermé, comme si vous aviez des objets compacts, à une topologie en réseau. Et donc, le maniement des réseaux n'a rien à voir avec le maniement des objets qui vont discuter ensemble les uns avec les autres. Et donc là, il faut vraiment complètement repenser notre moyen. Alors, c'est ce que vous aviez dit au point de vue du financement, c'est-à-dire comment, dans un réseau, où est-ce qu'on va mettre les nœuds du réseau, comment on va les financer, comment on va au moins rendre à chaque membre du réseau la partie de ce qu'il a fait. Enfin bref, il y a tout un côté de changement de mentalité au niveau du financement et de la recherche pour le futur, un futur proche, parce qu'il va falloir qu'on le fasse très très vite si on veut être en compétition avec le reste du monde. Oui, vaste petit sujet.
Nathalie, c'est un peu l'instant promo, mais c'est pas grave, c'est bien, c'est important. Dans quelques mois sera inaugurée la Cité de l'Innovation à la Sorbonne Université. De quelle manière ça va justement permettre de répondre à notre sujet du moment? En quoi ça va un peu booster cette relation partenariale? Alors peut-être en 2-3 mots décrire la Cité de l'Innovation. Oui, allez-y, c'est le moment. Bah voilà, c'est le moment. Donc c'est un bâtiment donc, en construction qui effectivement va être livré début 2026. Donc situé sur le campus Pierre et Marie Curie, alors appelé Jussieu pour beaucoup. Hein. Donc un bâtiment de 15 000 mètres carrés qui va être dédié exclusivement à l'innovation et au transfert. Donc c'est un bâtiment dans lequel on va avoir tout notre écosystème d'innovation, donc société d'accélération de transfert technologique, incubateurs, pépinières d'entreprise, même pour le pépite étudiant, pour ceux qui connaissent, l'entrepreneuriat étudiant. Et puis, on va avoir une quarantaine de start-up issues des travaux de Sorbonne Université. Alors, 7 start-up qui ont levé déjà des fonds, donc qui sont dans une dynamique très, très positive. Et puis, dans la pépinière, une trentaine d'entreprises, de start-up de la prématuration à 5-6 ans. Alors après, on le disait tout à l'heure, les temps de développement des start-up dépendent des sujets. C'est pas pareil voilà, en médecine, en santé que, par exemple, en numérique. Mais bon, voilà, donc tout ça va être regroupé. C'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure de vitesse. Mais il y a un autre point de vitesse qu'on pourra regarder, c'est comment on arrive à rentrer en contact avec une université, avec les bonnes personnes pour travailler sur des sujets d'intérêt. Donc déjà, on pense que ce bâtiment va être quelque chose qui va rendre un peu plus lisible l'université et dans sa relation au monde socio-économique. Donc ça, c'est déjà un point. On a travaillé en parallèle de ce bâtiment à pouvoir mettre en avant et rendre compréhensible l'expertise qu'on peut mettre à disposition du monde socio-économique. On ne parle pas toujours des mêmes sujets, enfin avec les mêmes termes des mêmes sujets, à base d'anthologie, etc. Donc vraiment, à la fois d'avoir ce lieu de lisibilité et puis d'accès, de point d'entrée, totem un peu de ce qu'on fait à Sorbonne Université, et ça aussi veut être un lieu de rencontre, d'échanges, de colloques, de conférences entre les entreprises, partenaires ou futurs partenaires de Sorbonne Université, et puis nos experts, nos étudiants, donc nos chercheurs, nos enseignants-chercheurs. Donc voilà, et on pense que ça va être quelque chose qui va amplifier la recherche partenariale. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand on regarde les statistiques en France, on fait beaucoup de recherche partenariale via les appels d'offres de type ANR, Europe, etc., beaucoup moins en contrat direct et en relation directe. Et donc ça, il y a des choses aussi à faire et on pense qu'on peut aussi développer cet aspect-là, peu développé dans nos universités avec les entreprises. Donc c'est janvier, alors le top départ, janvier là. Alors livré, promotion, oui. Livré en février, installation de tous de février à mai-juin. D'accord. On fera la fête quelque part entre juin et septembre. Eh bien, très bien, on sera là. Parfait, merci beaucoup. Jacques Volkmann, on l'a dit un peu tout à l'heure, la relation partenariale, quand même l'objectif numéro 1, c'est quand même de créer de la valeur. Il y a plein de possibilités, notamment la création de start-up. On sait que la France a un terreau d'excellence, mais que dans le même temps, elle a du mal à transformer cette innovation en création de valeur. Je sais que vous avez des exemples assez concrets, assez parlants là-dessus. Oui, absolument. Je trouve que tous les sujets sont mêlés. On a parlé de souveraineté, on a parlé d'excellence, on a parlé de partenariat, évidemment, parce que c'est le cœur de la discussion d'aujourd'hui, et de création de valeur. Alors pour nous, c'est assez simple. Enfin, pour moi qui, tous les matins, me lève en me disant c'est quoi le coup d'après, comment je vais pouvoir traiter tel type de pathologie, on a besoin, évidemment, de penser le futur. Et c'est ce qu'on a fait en oncologie. Alors, je vais vous donner un exemple très précis, mais qui partait avec un constat qui n'était pas terrible, en fait. La question de base, c'est on doit réinventer l'oncologie, enfin le traitement oncologique de demain, et la création de valeur, c'est d'amener des produits aux patients. Enfin, c'est aussi simple que ça, ou de gagner des mois ou des semaines de vie pour les patients qui sont atteints de différents cancers. Comment on fait ? On a des chercheurs en oncologie, on a tout un tas de réseaux, on a des partenariats qui existent à droite à gauche, et pourtant c'est compliqué. Je peux vous dire qu'un cancer, c'est compliqué. Les cellules cancéreuses sont très malignes, elles trouvent des tas de combines pour échapper aux approches. Donc on essaye de se dire comment on fait. Et à ce moment-là, on se dit, on va aller chez les meilleurs, l'excellence. C'est où les meilleurs ? On fait une étude, donc c'était il y a 4 ans de ça, on fait une étude pour voir quels sont les centres en oncologie qui publient, qui ont les meilleurs taux de publication dans les meilleurs journaux. Donc il y a les indices facteurs, les impact facteurs, etc. Paris, la région parisienne,
On fait ça sur 100 villes dans le monde entier. 100 villes dans le monde entier. Paris, enfin la région parisienne, est dans le top 5. Donc vous avez 3 villes américaines, une ville française, je ne me rappelle plus la 5e, mais on est dans les top 10. Alléluia. Super. Donc Cocorico, la France. Donc c'est là où il faut aller. Quand on regarde sur la même période, c'était 5 ans d'études, le nombre de brevets qui sont issus de tout ça, Paris passe dans le 15e ou 16e. Les 3 villes américaines que je citais précédemment restent dans les top 5. Et quand on regarde la création de valeur, alors avec mes lunettes, c'est-à-dire, est-ce que ça a donné un medical device, c'est-à-dire quelque chose qui peut être utilisé par le patient, ou une start-up créée qui va travailler sur un futur produit, hein, là, Paris, enfin la région parisienne, sort des radars après les 30 villes. Résultat des courses, on se dit, mais on ne crée pas de valeur en fait. On crée de la valeur intellectuelle, évidemment, mais on n'a pas créé de la valeur. Et c'est lié à la souveraineté, mais c'est lié aussi à la manière. Donc évidemment, les 3 villes américaines que je citais, qui restent dans les top 5 sur l'ensemble de la chaîne, la création de valeur, elle s'est faite là-bas. Donc si on veut résoudre ce problème de penser le futur, de créer de la valeur pour les patients ici, et donc de la souveraineté, il faut résoudre cette équation qui est compliquée. Et donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va voir l'excellence. Gustave Roussy, on regarde, et c'est le grand centre européen, le plus gros centre européen en termes de recrutement de patients, etc. Et on se dit, on invente quoi pour changer ça? Et donc il faut des matheux. Donc on va voir Polytechnique, on frappe à la porte de Polytechnique, on dit vous avez besoin de matheux, donc est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. On va voir évidemment l'université de Saclay, qui là aussi ont des matheux, en disant est-ce que vous êtes d'accord? L'INSERM évidemment dans notre domaine, c'est inévitable, et on met tout ce petit monde ensemble avec Gustave Roussy et Sanofi en se disant on va construire quelque chose autour de Gustave Roussy, donc à Villejuif. Et si vous regardez, hein, c'était il y a 4 ans, si vous sortez de Paris et que vous prenez l'autoroute, vous voyez Gustave Roussy, mais vous voyez aussi plein de grues qui ont poussé, vous voyez des labos qui se sont développés. Et en fait, on a construit un partenariat qu'on appelle le PSCC, Paris-Saclay Cancer Cluster, c'est un peu compliqué à dire, mais qui est basé là-bas, où les acteurs académiques ont mis des ressources, c'est-à-dire des cerveaux, pour faire court, les acteurs industriels, et Sanofi en l'occurrence, a mis de l'argent, a mis des cerveaux, a mis des produits et des projets. Évidemment, Gustave Roussy, l'accès aux malades, a développé ses capacités de recherche, et on espère pouvoir, avec ça, et ça commence à marcher, construire l'oncologie de demain, c'est-à-dire des solutions thérapeutiques en oncologie. Donc oui, il y a des exemples, il faut trouver des solutions. Alors on peut aller vite maintenant parce qu'on est tous ensemble, on est dans un endroit géographique, c'est important, hein, c'est un petit peu cette idée qui existait à Boston il y a 30 ans quand ils ont monté Kendall Square. On est sur un lieu géographique, on est avec les bons acteurs, on réfléchit à des partenariats qui sont très fins et très malins, c'est très flexible, et j'espère, j'y crois très fort, et je vois des sujets qui arrivent qui nous amèneront dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, à des créations de valeur pour des sociétés, avec des créations de sociétés, des créations de valeur qui amèneront de la souveraineté en France sur les futurs traitements oncologiques. Et on en a besoin, je peux vous dire, pour pouvoir traiter nos patients ici en France dans 5 ans et dans 10 ans. Merci beaucoup. Je prolonge un peu la question, Françoise Combe, avec vous. Il y a un peu de culturel là-dedans. C'est quoi les freins culturels qui bloquent encore, à part les freins institutionnels? Il y a bien quelque chose qui a modifié. Bon, je reprendrai le frein culturel du fait qu'on n'a pas la même mentalité, en fait, il faut faire dialoguer la recherche publique et privée, et il ne faut pas le mettre en compétition, la recherche fondamentale et appliquée. En fait, les deux pourraient travailler ensemble, au contraire, on est gagnant-gagnant. Est-ce qu'on dit pas ça depuis 30 ans? En fait, je pense que maintenant, il y a quand même quelque chose de nouveau pour être accepté par la société, parce que la science est attaquée de partout aujourd'hui. Et pour être accepté par la société, c'est bien d'avoir des applications. Lorsqu'on fait la recherche fondamentale, on dit qu'il y a un matheux qui, il recherche, mais à quoi ça sert? À rien du tout. Il y a des matheux qui le disent comme ça. Bon, on va certainement dire que ça ne vaut pas la peine. Alors que si on fait une recherche fondamentale qui donne des applications, la société le voit et ça sera beaucoup mieux accepté. Donc la science a intérêt à avoir les applications pour être acceptée par la société. Je pense que c'est déjà quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avant. Donc cette acceptation. Alors je notais quand même un problème de simplification administrative. Parce que j'avais un exemple, un professeur en physique, hein, c'était pas en biologie, peut-être ça va plus vite en biologie, mais il me disait qu'il avait en stage eu un étudiant très brillant. Et il s'est dit, bon, je le prends celui-là et je vais faire justement un projet, un bourse CIFRE. Il y avait une idée derrière la tête pour faire quelque chose de partenarial. Et donc, il a commencé à faire ce CIFRE. Il y avait un contrat et qui a pris 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois.
Et entre-temps, l'étudiant n'était pas payé, il est parti à l'étranger et évidemment, en Allemagne, il a eu son salaire tout de suite. Donc là, on a perdu. Je pense que la France est quand même championne dans les contrats très lourds et très difficiles à avoir et que finalement, tout prend du retard et on a une fuite de cerveau à cause de ça. Donc je pense que la simplification administrative, quelque chose qui avait été dans un discours de Macron à un certain moment donné, il disait qu'en 18 mois, on allait simplifier énormément. En décembre 2023. Voilà. En 18 mois, oui, on Je crois que c'est Mme Retailleau qui était ministère. On avait une mission de Mme Retailleau en 18 mois, elle devait avoir simplifié. Évidemment, rien n'a été fait puisque en fait, c'est très difficile. Il y a un mur de simplification. J'ai noté aussi qu'il y avait beaucoup quand même de guichets. Une fragmentation, en fait, il y a des SATT, c'est-à-dire les SAT, des sociétés de transfert de technologie, d'accélération de transfert de technologie, RT, Carnot, etc. Et donc, quand on est une petite PME ou une start-up, on ne sait pas à tel guichet s'adresser. Donc peut-être il faudrait simplifier aussi ça, ne pas le fragmenter en toutes les possibilités. Donc je pense que c'est essentiel donc d'avoir une simplification, d'abord une dialogue entre les cultures, puis une simplification administrative, ça ce serait essentiel. Très bien, merci beaucoup. Bernard Salat, je vais vous donner le mot de la fin avant de passer aux questions de notre panéliste et aux questions de la salle. Ma question est un peu toujours la même sur la fin de notre débat. C'est, on a vu les apports du public vers l'entreprise et inversement, mais maintenant, comment on renverse la table, quoi ? Comment on fait sauter les derniers verrous pour passer à l'étape d'après qu'on vient d'évoquer à l'instant ? Alors peut-être quelques idées. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans le monde académique, alors ça a été dit un peu par mes collègues, là, c'est finalement coopération versus compétition. On a parfois le sentiment que nos collègues académiques là, cherchent les euros partout et donc génèrent entre eux une compétition extrêmement féroce et passent beaucoup d'énergie en la matière. Donc avec une certaine fragmentation en fait des laboratoires. Et je pense que, alors il faut garder bien sûr une certaine compétition pour prendre les meilleurs, hein, le débat n'est pas simple, mais la coopération, à mon avis, est aussi indispensable. Et vu de toutes les entreprises, alors Madame Combe s'y livrait, on est aussi un peu perdu dans tous les acronymes, même si on est une grande entreprise. C'est encore plus vrai au niveau européen. Il y a des budgets européens qui sont très très conséquents, plusieurs dizaines de milliards, et là en fait il y a une compétition interpays. Et en fait nous on travaille dans plusieurs pays européens, hein, EDF est en Angleterre, en Italie, en Belgique. Nous on aimerait bien que tous ces gens-là coopèrent entre eux pour proposer des solutions ensemble. Et donc cette notion aussi de coopération, et surtout à l'échelle européenne, parce que là, vu de l'industriel, et je pense que mon collègue abondera, c'est à minima de l'Europe que ça se passe, vis-à-vis du monde chinois d'un côté et du monde européen de l'autre, quoi. Donc coopération, compétition. Un autre sujet, alors qui est peut-être plus délicat, c'est comment on oriente les programmes de recherche. Alors, je sais bien que les programmes de recherche BATEAL, on ne les oriente pas. Enfin, la recherche, on ne décide pas qu'on va inventer le boson de Higgs. Il arrive un jour comme ça. Mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas quand même un peu aussi intérêt à rendre plus robuste ce dialogue entre le monde industriel et le monde académique sur peut-être quelques grandes priorités, et pas un bouquin de priorités qui fait 2 cm d'épaisseur, mais quelques vraies grandes priorités sur lesquelles on pourrait se baser et qui seraient peut-être des éléments majeurs à minima pour notre pays, peut-être à la maille de l'Europe. Je pense rendre plus fructueux ce dialogue de priorisation entre les différents acteurs, avec différents points de vue, hein, qui sont tout autant respectables des deux côtés, mais qu'il faut, je pense, renforcer. Puis le dernier point, je pense que les éléments de culture que vous évoquiez, la seule façon de les résoudre, c'est que les personnes bougent. C'est vraiment la mobilité.
Voilà, c'est vraiment la mobilité qu'il faut vraiment renforcer dans les deux sens. Parce que les gens se connaissent, qui se comprennent et qui collaborent. C'est un petit terme basique, mais c'est comme ça que ça marche. Donc renforcer des mécanismes de mobilité. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Avant de passer à des questions de la salle, je vais te céder la parole. Pierre Salmon, qui est notre panéliste, qui a 3 questions à vous poser. Quand je dis vous, c'est répond qui veut. Donc voilà. Bonjour. Et je te laisse la main. Oui, merci beaucoup, Julien. Tout d'abord, merci pour la qualité de cet échange et merci de me laisser poser 3 questions. Donc pendant le débat, j'ai donc pensé à 3 axes différents. Moi, je suis jeune diplômé. Du coup, j'avais 2 questions, notamment pour les jeunes générations de chercheurs. On parlait de la recherche partenariale, mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, elle arrive vraiment, elle a une vraie capacité de séduction des nouvelles générations ? Alors bien sûr, on parlait du dispositif CIFRE. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est vraiment quelle est la part finalement des jeunes générations qui prennent cette option, Et de manière plus générale, est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement de mentalité dans les nouvelles générations des chercheurs dans le milieu académique ? Voilà. Alors oui, il y a un changement de mentalité, ça c'est sûr. Chez les jeunes, ils sont complètement différents depuis, je dirais, une dizaine d'années, en fait. Et ce qui est important, c'est de les aider dans leur envie de faire de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, les Fab Labs qui se trouvent dans les grandes écoles sont vraiment, et maintenant même dans les universités aussi, sont vraiment extrêmement importants pour que ces jeunes puissent mener des projets, quitte après à être absorbés par un grand groupe ou quitte après à changer parce que de toute façon maintenant on a un métier quand on commence, on ne sait pas celui qu'on aura quand on terminera notre vie. Donc en fait, je crois que ça c'est très important et que les jeunes maintenant ont vraiment changé de mentalité. Le point qui est le point, je dirais, noir de notre pays, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit, on a des jeunes qui sont absolument excellents, qui sont bien formés, mais c'est la bureaucratie dans laquelle il faut qu'ils avancent. Enfin, moi, j'ai travaillé aux États-Unis, c'était quand même facile. À partir du moment où on avait des demandes d'argent qui nous prenaient autant de temps que ce qu'on fait en France, une fois qu'on avait l'argent, c'était hyper rapide pour l'utiliser. Là, maintenant, c'est un calvaire. Juste un petit complément. Moi, je trouve qu'il y a toujours, chez les jeunes chercheurs, ceux qui veulent faire des études qui les amènent à la recherche, il y a toujours la passion est là. Je pense que c'est vraiment merveilleux en fait de voir un jeune doctorant ou un futur aussi, ou un postdoc ou ce que vous voulez, qui a envie de travailler dans la recherche. Donc, je ne pense pas que ça change fondamentalement que ce que j'ai pu connaître il y a quelques années. Par contre, et là c'est dans l'autre sens, je réponds un peu de manière différente à votre question. Ce dont on a besoin, nous en tout cas dans le domaine de la santé, c'est des jeunes chercheurs bilingues. Et quand je dis bilingue, je ne parle pas de l'anglais, du français ou du chinois, je parle d'une spécialité de biologie ou une spécialité de chimie et les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, etc. C'est absolument fondamental. Et ça, on n'y est pas encore. Ça arrive doucement, mais on n'y est pas encore. Et on a vraiment besoin de pousser nos jeunes. Les écoles d'ingé le font un petit peu, les universités le font, mais avoir des bilingues, parce qu'on vit une révolution. Enfin, on évoquait un tout petit peu avant ce débat avec mes collègues. L'intelligence artificielle, chez moi, elle est partout. Elle est du toxicologue en passant par le biochimiste, en passant par le chimiste et le clinicien. Et on a besoin d'avoir ces esprits qui soient formés sur ces deux volets. On n'y est pas encore, donc la passion, elle est toujours là. Donc je ne sais pas si ça change beaucoup de ce qui existait avant. Par contre, les conditions dans lesquelles on exerce sa passion, elles changent beaucoup et il faut s'adapter. Merci beaucoup. J'avais une deuxième question par rapport notamment à ce que vous disiez, Monsieur Volkmann, sur la création de valeur. Alors aujourd'hui, on a peut-être 2 problèmes pour moi. Ah, pardon. Oui, parce qu'en tant qu'universitaire, je voulais répondre pour les étudiants et les doctorants. Moi, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit. Effectivement, on a de plus en plus d'étudiants, on le voit bien, qui effectivement sont intéressés par des aspects entrepreneuriaux, alors intra ou entrepreneurial. On a, nous, sur les startups qu'on accompagne, notamment via le Pépite étudiant, il y a un diplôme aussi associé, on a des étudiants qui créent leur entreprise. Et effectivement, on a aussi de plus en plus de doctorants qui créent leur entreprise. Alors, on a tout un tas de programmes pour les accompagner. Et puis, quelque chose qui commence à marcher, mais je pense qu'on pourrait aussi en discuter beaucoup avec les entreprises, c'est que quand on fait un doctorat,
on peut avoir une activité soit d'enseignement, soit de médiation, ou d'expertise et d'accompagnement d'une entreprise sur un certain sujet, en gros sur transférer son expertise. Et je pense qu'il y a de plus en plus de doctorants qui le font, peut-être pas suffisamment, mais on a et pour répondre à votre question, j'ai l'impression que alors à la fois les masters, mais aussi les doctorants ont de plus en plus une appétence pour tout ce qui est entrepreneuriat. Vraiment, on voit la montée en puissance. D'accord. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, moi j'avais une question aussi sur la création de valeur, ou en tout cas la difficulté à passer de l'innovation à la création de valeur et la fuite des cerveaux. Donc on est toujours un petit peu sur la même ligne de pensée. Vous disiez tout à l'heure dans le domaine de l'oncologie que c'était 10 ans à peu près là, qu'on espérait pour une création de valeur. Et on parlait aussi, donc je fais une grosse question, on va dire, par rapport aux startups, aux pépinières, aux tournants finalement, compris les grandes écoles pour aller dans cet axe-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment assez en capacité vis-à-vis de l'international d'encourager et de conserver en fait nos jeunes générations pour qu'elles innovent en France? Est-ce que ces dispositifs sont suffisants? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas surtout un problème de communication? Alors peut-être aujourd'hui, parce qu'en tout cas moi je sais que j'ai déjà entendu ça autour de moi, que voilà peut-être on n'était pas assez encouragé aujourd'hui pour innover en France. Voilà. Moi je crois qu'aujourd'hui les jeunes qui ont envie d'innover, de créer une start-up, ils peuvent le faire. Il y a vraiment aucun problème. C'est pas difficile de lever des fonds, enfin en tout cas des petites quantités pour amorcer une start-up. Ça, pas du tout. La question, c'est plutôt le passage à l'échelle, c'est plutôt le changement de taille. Si on part de 300 000 euros, 500 000 euros, on les trouve relativement facilement. Si on est sur plusieurs dizaines de millions, là, c'est une toute autre histoire. Et donc, la question, elle est plutôt là, quoi. Donc, les petites entreprises, doivent avoir l'ambition de devenir grosses. Et donc, tout l'enjeu est là. Et ça, force est de constater malheureusement qu'en France, c'est assez difficile. Et donc, je rejoins un peu ce que disait Catherine Bréchignac, on est beaucoup plus facilement financé aux États-Unis avec des montants plus importants que c'est le cas ici. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté pour ces jeunes à amorcer des entreprises. C'est la croissance qui est compliquée. J'ai l'impression que ce qu'on a vu récemment, beaucoup, pas seulement aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis il y a un problème actuellement, mais en Suisse, en Israël, en Chine même, il y a énormément de fuites de cerveau de Français, parce qu'ils sont accueillis à bras ouverts avec des montants de crédit d'accompagnement de recherche, pas seulement de salaire, hein, c'est pas seulement le salaire qu'il est, mais ils ont de l'accompagnement de recherche à la fois matériel, aide d'étudiants et de postdocs, qui est incomparable avec ce qu'on peut avoir en France, et donc il y a beaucoup de fuites quand même. Alors, malheureusement, je ne peux que confirmer ça. Je pense qu'en effet, c'est pas compliqué de créer des choses en France. Hein. Ça se fait. Il y a des super initiatives. Dans le domaine de la santé, vous pouvez faire une très très belle recherche. À un moment donné, vous devez aller tester votre produit cliniquement. Donc, vous allez à Gustave Roussy. Si c'est de l'oncologie, vous allez autre part. Et donc, vous avez besoin de le faire. Depuis 20 ans, l'Europe, et la France en particulier, le nombre d'études cliniques en Europe baisse. Le pourcentage baisse, mais et ça s'accélère. Et ça s'accélère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est lié à plein de facteurs, mais c'est entre autres lié au facteur de la complexification de ce qui se passe chez nous. C'est pas toujours des histoires de sous, il y a des histoires de sous d'attraction, mais c'est compliqué. Avant-hier, je prends un exemple précis parce que c'est une start-up française qui développe un produit super innovant, qui a fait son tour de table, qui a récupéré les millions qu'il faut pour faire son truc, passe devant un comité, très bien, montre son plan de développement clinique. Ils vont démarrer dans un cancer rare, très intéressant. Vous allez où? En Australie. Mais pourquoi vous n'allez pas? Vos labos sont à 250 mètres des experts qui existent à côté. Ah oui, mais ça va plus vite. Dans 6 mois, j'ai la réponse pour savoir si mon produit peut faire quelque chose. Hein. L'Australie a mis en place un certain... Alors, je ne parle pas de la Chine, mais... c'est ça qui se passe tous les jours. Donc, quand on parle de la simplification, ça nous a fait sourire tout à l'heure. Je vous assure que c'est pas drôle. Moi, ça me fait pas rire du tout. Ça me fait pas rire du tout parce que c'est compliqué pour faire des études cliniques. C'est compliqué pour envoyer un échantillon
On pourrait en parler à la soirée, mais vous prenez un échantillon des études cliniques en France, vous l'envoyez en Allemagne, il n'y a pas de contrôle de douane, vous envoyez un des échantillons cliniques d'Allemagne en France, on passe juste le Rhin, je ne parle pas de la Chine là, et vous avez un contrôle de douane, donc vous avez des échantillons qui restent. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne le faites plus, et vous le faites autre part, et vous allez en Australie. Et donc vous avez l'Australie, je ne prends que cet exemple, et la Chine, qui sont en train de monter en termes de puissance de développement clinique de manière incomparable. Et ce n'est pas lié à des problèmes de sous, c'est lié à des problèmes de complexification. Donc oui, malheureusement, il y a de la fuite de valeur, et ça, il faut qu'on y travaille tous activement. Et enfin, une dernière question qui n'a rien à voir, on va dire. On en a très peu parlé. Est-ce que dans la recherche partenariale, vous prenez vraiment en compte sur les nouveaux projets, sur tout ce qui est en train d'être fait en termes d'innovation, au-delà du profit, vraiment aussi le côté environnemental et social, le côté, on va dire, surtout RSE, en fait, responsabilité dans tous ces nouveaux projets. Voilà. Déjà, je peux répondre pour la recherche publique universitaire. En fait, dans tous les laboratoires, maintenant, quand on fait une demande, il faut qu'on ait un grand paragraphe pour savoir ce qu'on va faire pour les gaz à effet de serre, etc. Que ce soit les missions d'avion ou que ce soit l'expérimentation et l'achat de matériel. Parce que finalement, quand on achète un laptop, un ordinateur, ça équivaut à des tonnes de CO2. Et tout ça est comptabilisé dans n'importe quelle demande de CNRS aujourd'hui. Donc on prend en compte tout ça. Alors, chez nous, à EDF, en fait, on a énormément de sujets qui sont liés à ça. J'évoquais tout à l'heure les questions de consommation d'eau, par exemple, sur lesquelles on travaille beaucoup, en fait, d'usage de l'eau, même si on la rend après l'avoir turbinée dans nos installations. Les questions autour du CO2 aussi, de capture du CO2, donc les membranes, par exemple, que j'évoquais aussi tout à l'heure. On fait aussi des analyses vraiment de cycle de vie complet, donc depuis l'installation, la fabrication, la construction de l'installation jusqu'à son démantèlement final. Donc oui, aujourd'hui, ces sujets-là sont absolument majeurs. Nous, d'ailleurs, notre fer de lance, c'est de vraiment vendre de l'électricité à très faible contenu carbone. EDF aujourd'hui a un contenu carbone de l'ordre de 20 à 30 grammes de CO2 par kilowattheure. Il faut savoir que la moyenne européenne est autour de 300, donc 10 fois plus. Donc on a un avantage nucléaire, hydraulique, petit renouvelable, 98% de notre production est à bas carbone. Donc c'est un enjeu climat, c'est un enjeu, je dirais aussi, de motus commercial. Et je ne cache pas aussi que c'est un facteur d'attractivité très très fort pour les jeunes que l'on peut embaucher, parce qu'ils ont vraiment le sentiment, et ils viennent chez nous d'ailleurs en disant ça, voilà, on va contribuer aussi à faire un effort pour la planète. Donc il y a un certain enthousiasme derrière ça, quoi. Alors nous, bien sûr, on fait beaucoup de recherches sur ces sujets-là, de différents points de vue, et je reviens aussi sur la pluridisciplinarité qui, sur ce sujet de la transition environnementale, est un sujet extrêmement important. On sensibilise beaucoup les étudiants. Il y a dès la première année de licence, il y a des modules. Enfin, on est vraiment dans ce sujet. Je pense qu'il y a quelque chose qui a un lien aussi à terme avec la recherche partenariale et la recherche tout simplement. C'est aussi les politiques publiques. Et c'est comment nous, en tant qu'experts, enfin en tout cas les chercheurs, aussi bien dans le public que dans le privé, pourraient, ça dépend des sujets et des thèmes, contribuer davantage à toutes les discussions, toutes les réflexions sur les politiques publiques en termes de développement durable. On voit encore trop souvent des panels qui discutent de sujets. Alors récemment, aménagement du littoral, où en gros il y a des politiques, des économistes, et pas de scientifiques. Donc je pense que là aussi il y a un vrai sujet, mais du coup politique publique, forcément financement, budget, et sur lesquels on pourra aller ensemble chercher des financements. Donc il y a aussi cet aspect-là, je pense, dans ce domaine-là. Allez-y, je vous en prie. Moi, je fais un peu un plaidoyer aussi pour le monde académique. On a besoin sur ces sujets de faits, de rationalité. D'éléments indiscutables et en tant qu'entreprise. Et je pense que vous, acteurs du monde académique, la crédibilité de la science, quelque part, êtes des témoins plus crédibles que nous, entreprises, sur ces sujets.
Donc on a besoin que vous portiez ces faits-là, hein, et pour qu'on puisse avoir un jugement vraiment factuel. C'est des débats, on le voit tous les jours, hein, on parle, dans lesquels les faits sont parfois un peu éloignés, enfin ce qu'on dit en tout cas est un peu éloigné de la réalité. Oui, juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, c'est très important de faire passer la science dans la société et justement de montrer l'impact qu'elle a. Et on s'est battu à l'Académie des sciences pour que le palais de la découverte reste le palais là où il était, parce que c'est un moyen de faire venir les gens de tous âges pour voir ce que au moins concrètement, pour toucher un tout petit peu la science, parce que ça devient maintenant, avec l'intelligence artificielle, encore plus éloigné que ce que c'était précédemment. Autrefois, vous mettiez le nez dans le moteur de votre voiture pour essayer de l'arranger. Maintenant, c'est impossible. Vous allez chez le garagiste et encore lui est incapable de vous le dire et il change les pièces en voyant à l'usine. Alors donc, du coup, tout le lien se perd complètement. Mais combien de personnes, par exemple, connaissent comment fonctionne un GPS, par exemple? Et qui vous demandez comment fonctionne un GPS, personne vous... Enfin, évidemment, ceux qui savent le savent, mais peu savent comment fonctionne un GPS. Et donc, on a un éloignement de la société vis-à-vis de la science qui ne fait que croître et qui est extraordinairement dangereux. Parce qu'à partir du moment où vous mettez la société en décalage par rapport à une toute petite frange qui connaît, et ça va donner quelque chose qui va exploser. Comme si vous avez une grosse masse de gens qui sont pauvres et une toute petite qui sont très riches, ça finit par exploser. Ça sera la même chose pour la connaissance. Et je crois que c'est extrêmement important, et c'est notre rôle d'essayer de faire passer des messages un peu, je dirais, de concrétiser un peu, d'humaniser la science. Très bien, merci pour ces réponses, merci pour ces questions, Pierre. Je pense qu'il nous reste une minute ou deux pour deux questions, on va dire. Si quelqu'un veut se lancer, allez-y, n'hésitez pas, c'est le moment. Ah, madame. Bonsoir, merci pour cette présentation très intéressante. Je suis Séverine Serre, je suis juriste de formation, juriste fiscaliste. Je suis l'auteur de la Fédération des juristes de France et j'ai aussi appris à coder. Parce que alors les choses ont changé aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes sont peut-être plus facilement financés aujourd'hui pour la création d'entreprises. Moi, j'ai 50 ans, c'était pas le cas il y a donc une trentaine d'années, c'était pas le cas. Donc oui, lancez-vous, profitez-en. Et nous, les crédits n'étaient pas à taux zéro non plus, on n'avait pas cette chance. Donc moi, je voudrais aussi revenir sur deux, trois choses dont vous avez parlé. L'IA, par exemple. Moi, j'ai appris à coder, donc maintenant j'administre 4 serveurs informatiques qui propulsent d'ailleurs le site de la fédération et mon site professionnel. Je suis assez inquiète sur l'IA washing, qui fait un peu suite au greenwashing qu'on a connu. Moi, je suis geek, donc je suis innovation friendly, mais je n'aime pas trop qu'on raconte un peu des bobards. Et on est un petit peu dans une phase où, malheureusement, je crois qu'on incite aussi la population au schisme dont vous parlez, c'est-à-dire qu'en fait, ils voient ça comme quelque chose d'inaccessible, alors qu'en fait, d'abord, ça n'a pas les propriétés qu'on lui prête. C'est un agrégateur de données, l'intelligence artificielle, et elle est mal nommée, c'est pas une intelligence, c'est simplement l'accélération technique de technologies qui existaient déjà de traitement de bases de données et qui existent depuis assez longtemps. Donc c'est une accélération du processus par la quantité, la masse de données qui peut être traitée. Et donc, voilà, donc moi je voudrais savoir ce que les scientifiques comptent faire pour délivrer une information qui est juste, pas erronée dans le débat public, parce que si ça fait peur, vous avez des salariés qui ont peur de perdre leur travail parce qu'on leur raconte n'importe quoi. Il y a même des gens qui sont allés dans les institutions judiciaires jusqu'au Conseil d'État ou à la Cour de cassation raconter que la bébête allait sortir de la machine. Donc moi je voudrais savoir ce que les scientifiques ont l'intention de faire pour justement peut-être aller dans les médias, peut-être rétablir une information plus juste, qui soit moins une fake news, qui fasse moins peur aux gens aussi, et qui rétablisse un petit peu les choses aussi pour éviter une bulle peut-être, qui malheureusement aggraverait une situation qui est déjà un petit peu compliquée, je pense. Merci. Voilà, je vous remercie. Merci. On ne peut pas empêcher, enfin on a beaucoup réfléchi à l'Académie aussi de voir
qu'est-ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'il faut bloquer, est-ce qu'il faut mettre des règles, etc. Ça, on va arriver dans une dictature et c'est insupportable. Donc on ne peut pas faire ça. La chose qu'il faut faire, c'est faire de l'éducation de chacun pour leur apprendre à juger où sont les bullshitters qui mélangent tout, le vrai, le faux, le juste, enfin bref, le bon, bien, le mal, tout ce que vous voulez. Et il faut apprendre à chacun à l'école, lui apprendre comment gérer sa propre information, comment gérer lui-même ses affaires, et ensuite il saura détecter qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que si on commence à mettre des règles, on va avoir une surenchère d'une chose et on arrivera. Alors oui, on peut. Non, mais on peut intervenir dans les médias, mais si on commence à dire mais c'est nous qui avons le savoir, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que le savoir n'est pas dans la tête de quelqu'un, et donc c'est pas bon non plus. Je crois qu'il faut apprendre à chacun, il faut revenir à Descartes en disant je mets en doute ce qu'on m'apprend. En fait, je pense que les jeunes maintenant sont capables de faire l'esprit critique, parce qu'en fait les jeunes sont très attirés par l'IA et ils s'y mettent en fait et à comprendre mieux. Je pense que je regardais les cours de Stéphane Malat au Collège de France, qui fait des cours à 500 personnes. À chaque fois, il n'y a que des jeunes, contrairement à ce qu'on voit au Collège de France. En général, c'est pas très jeune. Mais là, ils sont tous jeunes et en fait, ils font des exercices. Stéphane Malat leur donne des exercices et ils sont rentrés dans l'IA. Ils savent très bien que c'est un outil qui est formidable, mais qui ne peut pas, c'est pas un robot ni quoi que ce soit, c'est ce qu'on y met dedans. Mais quand même, ça peut faire des choses fantastiques. Et en astrophysique, on s'en sert, des LLM, etc. Ça nous fait faire de la cosmologie, ça nous fait trouver des choses en plus qu'on n'avait pas pensé. Donc c'est pas seulement un agrégateur de données, ça permet de faire des recherches. Et bon, les matheux aussi ont peur parce que les théorèmes sont démontrés par l'IA et on n'a plus besoin de matheux. Donc quand même, il n'y a pas que certaines professions qui ont peur. Nathalie, vous vouliez dire ? Oui, peut-être sur l'IA. Le mot de la fin, par contre, après. Ah ouais, alors, on a dit plein de choses et je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit. Faut regarder aussi l'IA générative qui est en capacité de créer de la connaissance, de la nouvelle connaissance à partir de connaissances existantes. Et donc, quelque part, aujourd'hui, et on le dit, alors que c'était vrai jusqu'à maintenant, les chercheurs n'ont plus le monopole de la création de connaissances. Et ça, il faut le savoir, et il faut... voilà. Par contre, à partir de ça, on peut avoir de la connaissance pertinente, puisqu'on utilise l'IA nous-mêmes pour de la recherche, mais on peut avoir généré de la connaissance qui pose problème. Donc il faut bien sûr utiliser l'IA, ça nous fait avancer, ça nous fait tous progresser dans plein de domaines. Simplement, il faut avoir la capacité de pouvoir la certifier, de la labelliser. Voilà. Et là, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on en a parlé dans l'université, je pense qu'on pourrait, nous, université académique, être un tiers de confiance par rapport à cette connaissance générée artificiellement. Mais on peut avoir toute la sensibilité vis-à-vis de l'IA. Ça, c'est un vrai sujet, quoi qu'il arrive. Donc, savoir d'où vient la connaissance, comment elle est générée, par qui elle est générée, ça va être un sujet quand même. Ça sera un sujet d'une prochaine table ronde, j'imagine. Je vais juste conclure la table ronde. Il y a une dernière question ou pas? Parce que je pense qu'on va arrêter. Oui, une question rapide, alors madame, s'il vous plaît, parce qu'après on va... Très différente. Je m'appelle Ina Piperaki, je suis docteur en pharmacie, je travaille dans la santé, à l'industrie pharmaceutique, et en même temps, j'ai eu la chance de travailler pour la Commission européenne au programme Horizon et travailler dans le STEP qui donne, entre guillemets, de fonds à des startups. Et moi, j'aimerais vous poser une question parce que j'ai adoré la discussion. Comment on peut être compétitive vraiment, à part la bureaucratie, vis-à-vis les autres continents et notamment vis-à-vis les États-Unis. Moi, dans mes jugements que j'ai vus, dans les collègues qu'on avait travaillé ensemble, je vous confesse que j'ai vu une mentalité différente. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui, et vous êtes bien placés, vos propositions, pour bouger un peu et changer les mentalités, non seulement... pour moi, c'est plus fort, donc pour changer vis-à-vis les autres territoires. Bon, je pense alors là, on est parti pour la soirée. Deux éléments. Le premier, incontestablement, pour la compétitivité, on a besoin de mettre de l'huile dans les rouages. Donc, réglementairement,
C'est vrai, et en particulier en France, on a une problématique, en Europe, on a une problématique d'aversion au risque qui ne nous avantage pas. Pour dire les choses, c'est pas par hasard que la France, dans sa constitution, a changé sa constitution sur ce sujet-là. Et donc c'est vrai que ça génère un certain nombre de choses, et vous avez ça dans les discussions avec des académiques. On voit ça très très bien. On met souvent le risque en avant versus le bénéfice que ça peut avoir. Et ça, c'est très culturel. Alors là, je ne suis pas sociologue, c'est une vraie problématique, mais je pense que c'est un des éléments, cette aversion au risque, ou en tout cas ce risque qu'on met à toutes les sauces, est certainement un des problèmes qu'on a dans ce monde globalisé. Avant, on s'en fichait, en fait, hein, pour faire court. Enfin, c'est culturel chez nous. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, c'est plus compliqué d'avoir ça. Mais je n'ai pas de réponse absolue. Bien, écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin, Monsieur Volkmann. Merci à tous les participants. Je vous propose qu'on vous applaudisse. Merci encore d'avoir participé à notre débat. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup.